Avez-vous déjà entendu ces mots? Tu n'y arriveras pas, de la part de vos plus proches. Avez-vous senti votre rêve le plus cher, encore fragile et jeune, se briser contre le mur sourd de leur incrédulité? Ce froid dans la poitrine, quand celui qui aurait dû être votre principal soutien devient votre principal doute. Ça vous dit quelque chose? Et si je vous disais que ces mots blessants ne sont pas une malédiction, mais une prophétie cachée? Que dans l'architecture même de notre psyché, il existe une loi immuable qui transforme le poison des doutes d'autrui en carburant pour notre véritable grandeur. Cette loi a été nommée par l'un des plus grands explorateurs de l'âme humaine, Carl Gustav Jung. Il a appelé ce mécanisme puissant, presque alchimique, la loi de l'ombre. Au cours de l'heure qui suit, nous n'allons pas simplement analyser votre douleur, nous allons déchiffrer son code secret. Vous comprendrez pourquoi l'incrédulité de vos proches blesse si profondément et, en même temps, contient la clé de votre véritable force. Vous découvrirez quelle grande et héroïque tâche votre âme vous assigne à travers ce conflit. Et le plus important, vous verrez un chemin clair. Comment transformer cette malédiction en votre plus puissante bénédiction? C'est notre contrat. Si vous êtes prêt à faire face à votre ombre pour trouver votre véritable force, notre voyage commence. Maintenant, ralentissons. Prenons une inspiration. Parce que nous parlons d'une blessure plus profonde que les mots. N'est-ce pas? Ce n'est pas toujours le coup direct de la phrase « tu n'y arriveras pas ». C'est souvent quelque chose de bien plus subtil, de plus venimeux. C'est le silence assourdissant après que vous ayez, prenant votre courage à deux mains, partagé votre rêve le plus intime. C'est ce sourire condescendant, à peine perceptible, qui dit « Mon pauvre enfant, comme tu es naïf ». C'est ce soupir las, c'est cette question « Pourquoi as-tu besoin de ça ?» qui signifie en réalité « Tu n'es pas digne de ça ». C'est un poison qui n'est pas administré par les oreilles, mais directement dans l'âme, goutte à goutte, à chaque regard silencieux. Et peu à peu, vous commencez à vous sentir comme un étranger dans votre propre famille. Un émigré à votre propre table de cuisine. Vous parlez le langage de l'ambition, de la passion, de la destinée, mais personne ne vous comprend. Vous essayez de traduire dans leur dialecte, de peur et de bon sens, la grande symphonie qui résonne dans votre âme. Mais la traduction la transforme en un ensemble de sons ridicules et faux. Et c'est là que se produit la tragédie la plus silencieuse et la plus terrible. Vous ne commencez pas à douter d'eux. Vous commencez à douter de vous-même. Peut-être qu'ils ont raison. Peut-être que cette musique ne résonne que dans ma tête. Et votre feu intérieur qui pourrait éclairer une ville entière se réduit à la taille d'une braise que vous cachez au plus profond de vous pour qu'il ne soit pas éteint par un autre soupir de déception. Et après nous être permis de nous immerger dans cette image, je veux que vous m'entendiez. Laissez-moi vous le dire très clairement. Ce que vous ressentez n'est pas de votre faute. Vous n'êtes pas brisé. Vous n'êtes pas trop sensible. Vous ne vous trompez pas dans vos rêves. Votre réaction n'est pas un signe de faiblesse, mais la preuve que votre âme est encore vivante et se bat pour son droit à la lumière. C'est la protestation saine d'une force vitale qui refuse d'être diminuée. La douleur de l'incrédulité parentale est l'une des blessures humaines les plus anciennes, profondes et universelles. Elle traverse toutes les cultures et toutes les époques. C'est une blessure archétypale. Vous n'êtes pas seul dans ce labyrinthe. Vous suivez un chemin tracé par des millions d'âmes avant vous. Artistes, scientifiques, entrepreneurs, guérisseurs, tous ceux qui ont osé rêver plus grand. Et voici le secret qu'ils ont tous découvert et que nous sommes ici pour révéler aujourd'hui. La profondeur de votre blessure est directement proportionnelle à la hauteur de votre potentiel. Au cœur même de cette douleur, dans sa flamme brûlante, se cache une ressource immense, inestimable. La douleur que vous ressentez n'est pas l'agonie de la mort. Ce sont les douleurs de l'enfantement. Maintenant, imaginez un instant l'impensable. Faites un pas de côté par rapport à la douleur habituelle et regardez-la sous un angle complètement différent. Et si ce mur de doute n'avait pas été érigé pour vous arrêter, mais pour que vous appreniez à voler plus haut, pour que, en vous y heurtant, vous trouviez dans vos ailes une force qui ne serait jamais née sur un terrain plat? Et si leur nom froid et silencieux n'était que l'écho déformé et sourd d'un oui retentissant de l'univers lui-même? Un oui à votre unicité,
un oui à votre chemin, un écho que vous devez apprendre à entendre, non pas avec vos oreilles, mais avec tout votre être, tout votre cœur. Et si leur incrédulité n'était pas une sentence gravée dans la pierre de votre destin, mais une invitation solennelle, presque sacrée, à cesser d'être un personnage secondaire dans leur histoire pour enfin devenir l'auteur et le héros de la vôtre. Et si la blessure qu'ils vous ont infligée était en réalité une carte indiquant le chemin vers votre plus grand trésor. Et pour comprendre ce grand paradoxe, pour accepter cette nouvelle perspective responsabilisante, nous ne pouvons pas simplement sauter par-dessus notre douleur. Nous devons la traverser, car pour construire un nouveau temple pour notre âme, nous devons d'abord raser jusqu'aux fondations la prison des croyances que nous prenions à tort pour notre maison. Nous devons devenir les chirurgiens de notre propre conscience, disséquer sans pitié, mais avec la plus grande compassion, ces idées fausses et empoisonnées qui nous retiennent captifs de cette douleur. Avant de pouvoir voir leur incrédulité comme un cadeau, nous devons comprendre pourquoi nous cherchons si désespérément leur approbation. Nous devons regarder en face cette peur primitive qui nous fait sentir que leur désapprobation est une condamnation à mort pour notre esprit. C'est la prochaine étape cruciale de notre voyage. Alors, commençons par les explications qui vous sont probablement déjà familières. Par ces étiquettes que vous, dans votre quête désespérée et tout à fait légitime de réponse, avez appliquées à votre histoire. Peut-être avez-vous lu des articles et regardé des vidéos sur les parents toxiques. Ce terme vous a probablement apporté un immense soulagement, car il a enfin mis un nom sur ce sentiment diffus et étouffant que vous éprouviez depuis des années. Peut-être êtes-vous allé plus loin et, en étudiant les symptômes, avez-vous posé sur vos proches le diagnostic de trouble de la personnalité narcissique? Ou peut-être avez-vous simplement tout résumé en un seul mot englobant: traumatisme infantile. Et laissez-moi être clair, ce sont des premières étapes compréhensibles, voire nécessaires. Nommer sa douleur, c'est reconnaître sa réalité. C'est un acte d'estime de soi. Mais c'est là que se cache un piège subtil et dangereux. Ces étiquettes, comme un pansement sur une plaie profonde, masquent le véritable processus qui se déroule au plus profond de votre âme. Elles décrivent l'impact extérieur, mais n'expliquent pas l'alchimie intérieure qu'ils déclenchent. Ces diagnostics apportent un soulagement temporaire, comme un analgésique, mais ils ne vous montreront jamais le chemin vers la source de la douleur, car leur but est de décrire le poison, pas de créer l'antidote. Pourquoi? Parce qu'ils dirigent tous votre attention vers l'extérieur. Ils vous forcent à les regarder encore et encore, leurs comportements, leurs paroles, leurs diagnostics supposés. Et tant que votre regard est fixé sur eux, vous restez dans un rôle passif, dans le rôle de la victime à qui l'on a fait quelque chose. Cette position, bien qu'elle puisse sembler juste, est en réalité une prison psychologique, car elle remet la clé de votre guérison entre leurs mains. Elle vous condamne à attendre éternellement leurs excuses, leur prise de conscience, leur changement. Et cela, très probablement, n'arrivera jamais. Alors, quelle est la véritable cause et non le symptôme? Pour le comprendre, je vous invite dans un lieu imaginaire, un lieu à l'intérieur de vous-même. Imaginez maintenant que dans l'architecture même de votre psyché, il existe une immense salle solennelle. Des murs en bois sombre, une lumière tamisée, un écho retentissant à chaque pas. C'est une salle de tribunal. Votre tribunal fantôme intérieur. Maintenant, regardez le banc des juges. Ils sont assis là. Pas vos vrais parents de chair et de sang, non. Ce sont leurs copies fantomatiques que vous avez vous-même, inconsciemment, créées et installées à cette place d'honneur. C'est un distillat de leurs peurs, de leurs limites, de leurs doutes. Ce ne sont pas des personnes réelles qui peuvent changer, mais des idoles figées dans le temps, dotées d'un pouvoir absolu. Et chaque fois qu'une pensée audacieuse naît en vous, chaque rêve, chaque ambition, vous ne faites pas que la penser. Vous la soumettez à l'examen de ce tribunal. Vous vous approchez de la barre et dites « Je veux écrire un livre ». Et aussitôt le juge fantôme du père fronce les sourcils et la juge fantôme de la mère soupire anxieusement. Vous déclarez « Je veux changer de profession ». Et le marteau du juge frappe, rendant le verdict « Instable, dangereux, pas pour toi ». Vous essayez de débattre avec des personnes réelles dans le monde extérieur, vous préparez des arguments pour le dîner de famille, vous répétez des discours, mais c'est une bataille de diversion.
La vraie bataille, celle qui épuise vos forces, ne se déroule pas avec eux, mais avec leurs images introjectées, qui sont devenues les juges suprêmes dans votre tête. Leurs véritables paroles d'incrédulité ne sont qu'un symptôme. C'est un déclencheur externe qui, comme la sonnerie d'un tribunal, convoque une nouvelle audience. La véritable maladie, la racine de la souffrance, c'est l'existence même de ce tribunal. C'est le fait que vous croyez encore en sa légitimité et que vous laissez ces verdicts définir les limites de votre vie. Leurs voix réelles se sont peut-être tues depuis longtemps, mais le marteau du juge dans cette salle fantôme continue de frapper, rendant verdict après verdict. Cette métaphore peut vous sembler intéressante, mais elle ne restera qu'une théorie tant que vous ne verrez pas comment ce tribunal fantôme rend la justice dans votre propre vie en ce moment même. Et pour cela, je vais vous demander de faire quelque chose d'important. Quelque chose qui pourrait devenir un tournant dans votre compréhension de vous-même. Dans un instant, je vais vous demander de mettre cette vidéo en pause. Pas seulement de répondre mentalement, mais de vraiment appuyer sur pause et de rester en silence pendant 1 minute. Et dans ce silence, répondez honnêtement à une question. Dans quel domaine de votre vie, en dehors de la communication directe avec vos parents, entendez-vous la voix condamnatoire de ces juges fantômes? Quand vous êtes au travail et que vous pensez à demander une augmentation ou à proposer une idée audacieuse, quelle voix vous murmure « Ne te fais pas remarquer, tu n'en es pas digne ». Quand vous entrez dans une nouvelle relation et que vous voulez poser vos limites, quelle voix dit « Sois arrangeant, sinon on te quittera ». Quand vous vous asseyez devant une toile blanche, une page blanche ou un nouveau business plan, quelle voix demande avec moquerie « Et qui es-tu pour créer? Tu n'y arriveras de toute façon pas ?» Mettez la vidéo en pause. Maintenant, essayez de voir que les juges de votre tribunal fantôme ont depuis longtemps dépassé le cadre des dîners de famille. Ils ont étendu leur juridiction. Maintenant, ils rendent la justice sur toute votre vie. Voyez comment leurs ombres se projettent sur les coins les plus lumineux de votre monde, vous faisant douter là où vous devriez exulter. Leur voix résonne lorsque vous choisissez vos vêtements. Lorsque vous dites oui alors que vous voulez dire non. Lorsque vous avez peur de fixer le prix de votre travail. Si vous avez pu voir cela, si vous avez ressenti ce froid de la reconnaissance, alors vous venez de faire un pas de géant. Vous avez obtenu la preuve irréfutable que le problème ne vient pas d'eux. Le problème est à l'intérieur. Le tribunal n'est pas chez eux. Il est dans votre tête. Si vous avez été honnête avec vous-même pendant cette pause, vous l'avez vu. Vous avez vu comment les tentacules de ce tribunal intérieur s'étendent bien au-delà de votre histoire familiale, influençant vos décisions les plus importantes. Et maintenant, vous pensez peut-être que vous êtes seul dans cette lutte intérieure. Mais je suis là pour vous dire, vous ne combattez pas seulement des démons personnels, vous êtes sur le point de découvrir l'une des lois les plus fondamentales de la psyché humaine. Il y a eu un homme qui a consacré toute sa vie à l'exploration de ces territoires intérieurs. Son nom était Carl Gustav Jung. Il n'était pas seulement un psychologue, il était un cartographe intrépide de l'âme, qui descendait dans les recoins les plus sombres et oubliés du subconscient humain et en revenait avec des cartes que nous pouvons utiliser encore aujourd'hui. Et il a donné un nom précis à tout ce dont nous discutons maintenant. Ce tribunal fantôme intérieur, ces images figées des parents rendant la justice dans notre tête, c'est ce qu'il a appelé les complexes parentaux. Mais ce qui est beaucoup plus important, c'est qu'il a donné un nom à cette énergie puissante, vivante et rayonnante que ce tribunal condamne et réprime avec tant de ferveur. Il l'a appelé l'ombre. Et voici peut-être la pensée la plus importante que vous entendrez aujourd'hui. L'ombre n'est pas le mal. L'ombre n'est pas ce qui est mauvais en vous. L'ombre, c'est tout l'or que nous avons caché dans les caves de notre personnalité parce qu'on nous a dit qu'il n'avait aucune valeur. C'est votre ambition dérangeante, votre passion trop bruyante, votre créativité sauvage et débridée, votre unicité qui ne cadrait pas avec le système familial. L'ombre, c'est toute cette force vitale que vous avez été contraint de réprimer pour être accepté et aimé. Et nous arrivons ici au plus grand paradoxe et à la découverte principale de notre voyage d'aujourd'hui. L'incrédulité parentale, ce même poison qui vous a causé tant de douleur, est en réalité un instrument alchimique d'une précision incroyable. Comme le faisceau d'un projecteur puissant, elle vous indique toujours, sans la moindre erreur, l'endroit exact où est enterré votre plus grand trésor.
Elle met en lumière précisément la partie de votre ombre où se cache votre plus grande force. Alors quelle est cette ombre sur laquelle le faisceau de l'incrédulité parentale pointe si infailliblement? Pour comprendre sa mécanique, sa puissance cachée, nous aurons besoin d'une métaphore simple mais incroyablement profonde, la métaphore du ressort comprimé. Imaginez votre psyché comme une grande maison. Dans cette maison, il y a un salon lumineux et bien rangé. C'est votre ego, la partie de vous que vous montrez au monde. C'est votre version correcte, le fils obéissant, la bonne fille, l'employé responsable. Ici, tout est convenable, sûr et approuvé par la société. Mais sous ce salon, il y a une immense cave sombre et retentissante. C'est l'ombre. Et depuis notre enfance, nos parents, en tant qu'architectes principaux de notre sécurité, nous ont aidés à décider ce qui devait rester dans le salon et ce qui devait être définitivement jeté dans cette cave. Votre rêve de devenir artiste? On ne gagne pas sa vie avec ça, disent-ils. Et voilà que le rêve, comme une vieille chaise inutile, vole à la cave. Votre exubérance et votre leadership naturel? Les filles doivent être discrètes, et voilà qu'une partie de votre force se retrouve dans l'obscurité. Votre goût du risque, votre esprit d'entreprise? Dans notre famille, tout le monde a été ouvrier, ne te fait pas remarquer. Et une autre partie vivante et rayonnante de votre âme est envoyée dans les ténèbres. Mais voici la loi principale de la psyché que Jung nous a aidés à découvrir. L'énergie ne disparaît jamais. Elle ne peut pas simplement pourrir dans la cave. En étant réprimée, elle se transforme, elle s'accumule. Et chaque tu n'y arriveras pas parental, chaque ce n'est pas pour toi, chaque manifestation de leur incrédulité, ce ne sont pas que des mots. C'est une autre spire puissante, un autre tour sur le gigantesque ressort d'acier caché dans cette cave. Ils pensaient enterrer vos rêves dangereux, mais en réalité, sans le savoir, ils comprimaient le ressort de votre futur envol. Plus leur pression était forte, plus ils mettaient d'incrédulité dans leurs paroles, plus ce ressort se comprimait, devenant de plus en plus tendu, accumulant une quantité colossale d'énergie potentielle. Et votre futur triomphe, ce moment où vous vous affirmez enfin au monde, n'est pas seulement un acte de votre volonté. C'est une loi de la physique psychique. C'est le moment où ce ressort, contenu pendant des années, se détend enfin. Et la force de son impact, la force de votre percée, sera toujours directement proportionnelle à la force avec laquelle il a été comprimé. Cette mécanique du ressort comprimé peut sembler abstraite. Laissez-moi la rendre absolument réelle pour vous avec l'exemple de l'histoire d'un homme. Appelons-le John. John était le fils d'un comptable. Son père était un homme bon, pragmatique, solide, un homme qui croyait aux chiffres, à la stabilité et au plan de retraite. Et John aimait dessiner. Depuis son enfance, il voyait le monde non pas en chiffres, mais en lignes, en forme et en couleurs. Ses cahiers étaient remplis de créatures fantastiques et de mondes imaginaires. C'était son langage, son air. Mais pour son père, c'était une folie dangereuse. John, disait-il, non pas avec colère, mais avec une sincère inquiétude. Les chiffres ne mentent pas. Et les lignes sur le papier ne paient pas les factures. C'est un chemin qui ne mène nulle part vers la pauvreté et la déception. Chacun de ces mots était une nouvelle spire sur le ressort de l'âme de John. Il aimait son père, il lui faisait confiance. Et il a obéi. Il a enterré ses crayons et ses albums dans la cave de sa conscience et s'est inscrit dans une école de commerce. 10 ans plus tard, John était analyste junior dans une grande entreprise. Il avait un salaire stable, une assurance maladie et un cubicule gris avec vue sur un mur tout aussi gris. Il était devenu un fantôme en costume d'affaires. Chaque jour, il sentait la vie s'écouler de lui, ne laissant qu'une coquille vide. Son ombre, l'artiste méconnu, n'était pas morte. Elle a commencé à se rebeller. Elle se manifestait par une procrastination chronique. Il manquait les échéances des rapports qu'il détestait. Il tombait dans une apathie inexplicable le dimanche. Il était sur le point d'être licencié. Et un soir, après une conversation particulièrement difficile avec son patron, qui lui avait donné une dernière chance, John est rentré chez lui. Il s'est assis à la table de son appartement vide et a senti qu'il avait touché le fond. La sécurité pour laquelle il s'était trahi était sur le point de disparaître. Et à ce moment de désespoir, où il n'y avait plus rien à perdre, il a fait quelque chose d'irrationnel. Il a trouvé un vieux carnet et un simple crayon. Et dans le silence de son appartement,
Au son du bourdonnement monotone du réfrigérateur, John a pris un crayon pour la première fois en 10 ans. Non pas pour signer un autre rapport insensé, mais pour sauver son âme. Il a commencé à dessiner. Il a dessiné son patron sous la forme d'un hamster géant dans une roue. Il a dessiné la fontaine à eau du bureau comme la source du chagrin universel. Il a créé une petite bande dessinée caustique sur son travail absurde et sans vie. À ce moment, le ressort s'est détendu. Toute cette énergie qui s'était accumulée pendant des années dans son ombre, qui l'empoisonnait de dépression et d'apathie, a jailli, mais non plus comme un poison, mais comme une force créatrice pure et concentrée. Il a posté cette bande dessinée sur Internet anonymement, juste pour expirer. Et le matin, il s'est réveillé et a vu que son dessin était devenu viral. Des milliers de personnes écrivaient « Mon Dieu, c'est tout à fait moi ». Il en a dessiné une autre, et une autre. 1 an plus tard, John a démissionné de son travail, a lancé sa bande dessinée en ligne, qui lui a rapporté non seulement de l'argent, mais aussi ce qu'il n'avait jamais eu. Le sentiment de vivre. Il a trouvé le succès et la reconnaissance que son père n'aurait jamais pu imaginer, non pas parce qu'il est allé contre son père, mais parce qu'il a enfin fait alliance avec la partie de lui que son père l'avait forcé à trahir. John a trouvé son chemin, et maintenant, revenons à vous, parce que son histoire n'est pas juste une histoire, c'est un miroir dans lequel je vous demande de regarder maintenant, sans peur ni jugement. L'histoire de John est une métaphore de votre âme. Son artiste intérieur réprimé, c'est votre entrepreneur intérieur, que l'on qualifiait de rêveur. C'est votre scientifique intérieur, dont les pourquoi sans fin irritaient tant les adultes habitués aux réponses simples. C'est votre guérisseur intérieur, dont l'empathie et la sensibilité à la douleur des autres étaient inqualifiées de faiblesse et de naïveté. C'est votre voyageur intérieur, dont le désir d'inconnu a été enfermé dans la cage de la stabilité. C'est cette partie vivante, rayonnante et authentique de vous, en laquelle il ne croyait pas. C'est votre ombre. Et c'est là que réside la vérité libératrice et curative. Les mots « tu n'y arriveras pas » ne s'adressaient pas à vous tout entier. Ce n'était pas un rejet total de votre personnalité. C'était un tir de sniper dirigé précisément vers l'épicentre de votre plus grande, de votre plus potentiellement grande force. Pourquoi? Parce que la psyché de vos parents, leur propre ombre, a instinctivement, à un niveau inconscient, reconnu en vous l'énergie qu'ils avaient eux-mêmes réprimée il y a longtemps. Votre rêve de devenir musicien était un rappel douloureux de leur propre guitare prenant la poussière dans le grenier. Votre désir de créer votre entreprise était un reproche muet à leur propre peur de prendre des risques. Votre passion pour la vie mettait en lumière tous les domaines où ils avaient eux-mêmes accepté des compromis. Et comprenez bien ceci, c'est un point crucial. Ils ne craignaient pas votre échec. Ils craignaient instinctivement votre succès, car il serait devenu un miroir éblouissant dans lequel se serait reflété leur propre vie non vécue, leur propre compromis, leur propre ressort comprimé qui ne s'est jamais détendu. Leur incrédulité était un mécanisme de défense, les protégeant de la douleur de la rencontre avec leur propre ombre. Leur nom à votre égard était en fait un nom désespéré à la partie d'eux-mêmes qu'ils avaient trahi autrefois. Leur incrédulité n'était pas une malédiction. C'était un hommage inconscient à votre force. Leur peur était une boussole que leur propre âme a tendue à la vôtre pour dire « Regarde, c'est ici que se cache ta puissance. Ne répète pas nos erreurs. » Va là où nous avons eu peur ne serait-ce que de regarder. Maintenant que vous voyez ce mécanisme en action, que vous avez compris pourquoi leur incrédulité n'était pas une malédiction mais une boussole, il est temps de faire le pas le plus important, le plus personnel. La théorie guérit l'esprit, mais seule la découverte personnelle guérit l'âme. Et je veux vous aider à la faire. Maintenant. C'est pourquoi je vais à nouveau vous demander un moment d'honnêteté intérieure absolue. Regardez dans la cave de votre âme, à l'endroit exact que le faisceau de leur incrédulité indique, et répondez à une question extrêmement spécifique. Quel rêve précis, quelle qualité précise en vous dévalorisait-il le plus? Pas en général, mais en détail. Qu'est-ce qu'il qualifiait exactement de bêtise? Quelle idée à vous de projet dangereux? Quel trait de votre caractère de défaut à corriger? Quel mot utilisait-il? Peut-être était-ce « ce n'est pas pour les gens comme nous » ou « redescends sur terre » ou « tu veux trop de la vie ». Trouvez ce mot, cette phrase,
et je vous demande, si possible, de l'écrire. Sur une feuille de papier, dans les notes de votre téléphone, peu importe, écrivez-le, parce que ce que vous venez d'écrire, ce n'est pas la liste de vos défauts. Vous venez d'écrire le nom de votre plus grand trésor. Vous avez donné un nom à votre ressort le plus comprimé. C'est le nom de la force qui, une fois libérée, est capable de changer toute votre vie. Prononcez ce nom, ne serait-ce qu'en chuchotant, juste pour vous. Ma sensibilité, mon ambition, ma passion pour l'art, et sentez ce qui se passe à l'intérieur. Sentez comment le ressort comprimé pendant de nombreuses années à l'intérieur de vous, pour la première fois nommé non pas malédiction, mais trésor, relâche peut-être pour la première fois depuis longtemps sa tension mortelle. C'est un début. Et maintenant, si vous en sentez le courage et l'appel, je vous invite à faire un pas de plus. Partagez-le dans les commentaires. Mais je vous demande de ne pas partager l'histoire la plus douloureuse, si vous n'êtes pas prêt. Partagez la découverte. Partagez le sentiment que vous avez éprouvé au moment où vous avez compris que votre principal défaut était en fait votre plus grand don. N'écrivez pas. Mon père disait, « Mais je viens de comprendre que mon manque de sens pratique est en fait ma pensée visionnaire. » Ou aujourd'hui, j'ai réalisé que mon émotivité excessive est ma force d'empathie. Créons ici, dans cet espace sous la vidéo, non pas un mur des lamentations, mais une salle des trésors. Une salle des trésors de découverte où nous pouvons être témoins de la façon dont des centaines de personnes, tout comme vous, en ce moment même, transforment leur plomb en or. Votre commentaire peut devenir la permission, le miroir dont une autre personne a besoin pour faire sa propre découverte. Créons ici un espace pour ces moments sacrés de reconnaissance. En lisant vos découvertes, vos commentaires, nous voyons la même grande histoire se répéter. L'histoire d'un trésor si longtemps considéré comme un déchet. Et maintenant, faisons le pas suivant, le plus responsabilisant. Sortons du cadre de la psychologie et entrons dans l'espace de la sagesse, en nous demandant « Pourquoi votre âme a-t-elle eu besoin d'un scénario aussi souvent douloureux ?» La réponse réside dans une loi profonde, presque mystique. L'âme aspire toujours à la croissance, à l'intégrité, à sa pleine réalisation. Et pour cela, elle choisit pour elle-même les conditions idéales. Pas confortables, notez bien, mais idéales. Votre âme, connaissant la puissance cachée en vous, ne vous a pas donné une route lisse et plate, mais une montagne haute et rocheuse. Parce que sur une route plate, les voyageurs deviennent faibles. Mais sur la montagne, en surmontant la résistance, vous n'obtenez pas seulement le but au sommet, mais des jambes d'acier et un cœur de lion. Regardez-les sous cet angle. Les doutes de vos parents ne sont pas un mur, c'est un appareil de musculation idéal. Ils n'étaient pas des ennemis envoyés pour vous détruire, mais vos partenaires d'entraînement idéaux, bien que totalement inconscients. Votre âme les a choisis pour entraîner le muscle spirituel le plus important, le muscle du soutien intérieur. Chaque fois que vous entendiez « tu n'y arriveras pas » et que vous faisiez quand même un pas en avant, vous faisiez une répétition. Chaque fois que vous cherchiez l'approbation à l'intérieur de vous, et non à l'extérieur, vous renforciez votre colonne vertébrale intérieure. Mais la métaphore la plus profonde et la plus précise ici est l'alchimie. Dans l'alchimie ancienne, le premier et le plus important ingrédient était la prima materia, la matière première. C'était une substance chaotique, sombre, souvent répugnante, du plomb brut. Et leurs mots, leurs peurs, leurs doutes, ce n'est pas un poison à neutraliser. C'est votre prima materia. C'est ce même plomb sans lequel le grand œuvre est impossible. Et vous êtes l'alchimiste. Et votre tâche n'est pas de vous plaindre de la qualité du plomb, mais de le prendre dans votre laboratoire, le laboratoire de votre conscience, et de commencer le processus de transformation. Et l'or que vous créez n'est pas seulement un succès extérieur que vous pouvez leur prouver, c'est quelque chose d'infiniment plus précieux. Votre soi, votre intégrité, votre capacité à vous tenir au centre de votre propre univers sans avoir besoin de confirmation extérieure. Ce que vous considériez comme votre plus grande malédiction était en fait l'outil le plus précis et le plus puissant que votre âme ait choisi pour créer son chef-d'œuvre. Votre propre personnalité, inflexible et authentique. Si les doutes des parents sont un appareil de musculation et leurs mots du plomb alchimique, alors comment travailler avec cela exactement ?
La principale erreur que nous commettons depuis des décennies est d'essayer de casser l'appareil. Nous essayons de les convaincre, de leur prouver qu'ils ont tort. Nous dépensons une quantité colossale d'énergie vitale à préparer des monologues intérieurs et des arguments, en espérant qu'au prochain dîner de famille, nous gagnerons enfin ce procès et obtiendrons un verdict d'acquittement. Mais cela n'arrive jamais, car nous ne nous battons pas sur le bon champ de bataille. Voici donc la stratégie principale, le changement de conscience principal que je vous propose aujourd'hui. Cessez de jouer dans leur tribunal. Quittez simplement la salle d'audience. Retirez votre affaire. Votre tâche n'est pas de gagner un débat contre des juges fantômes. Votre tâche est de descendre de la tribune, de vous approcher du banc des accusés et de vous lier d'amitié avec l'accusé. Cet accusé, c'est votre ombre, votre ambition, votre passion, votre unicité. Tout ce pourquoi vous avez été jugé. Au lieu de prouver au juge que cette partie de vous a le droit d'exister, tournez-vous vers elle et entamez un dialogue. Demandez-lui directement, avec respect et curiosité, « Que veux-tu vraiment? De quoi rêves-tu? De quoi as-tu besoin pour te sentir vivante? Quelle chanson veux-tu chanter? Quel tableau peindre? Quelle entreprise créer? » Cessez d'être le procureur de votre ombre et devenez son avocat. Donnez-lui une voix à l'intérieur de vous. Écoutez-la. Et voici ce qui se passera. Dès que vous donnerez une voix à votre ombre, dès que vous commencerez à la traiter avec respect et non avec peur, la magie opérera. Les murs du tribunal fantôme commenceront à se dissoudre dans l'air. Les silhouettes des juges deviendront pâles et transparentes. Leur marteau perdra son poids. Pourquoi? Parce que leur pouvoir sur vous ne se nourrissait que d'une chose, votre propre division intérieure, votre croyance qu'une partie de vous était vraiment coupable. Dès que vous cessez d'y croire, le tribunal perd sa juridiction. Leurs paroles réelles ne changeront peut-être pas, mais elles cesseront d'être une sentence pour vous. Elles deviendront simplement un bruit de fond, une information sur leur vision du monde, qui n'a aucun rapport avec la vôtre. La vraie liberté ne vient pas quand ils vous disent « enfin oui », mais quand leur non cesse d'avoir la moindre importance pour vous. Ce dialogue avec l'ombre, cette invitation à la conversation, peut sembler complexe et abstrait. Comment l'écouter exactement? Demanderez-vous. Comment distinguer sa voix de celle de la peur ou de l'autodestruction? Pour cela, il existe une pratique ancienne et incroyablement puissante que je veux vous donner aujourd'hui. C'est votre premier outil pratique, le plus important. Je l'appelle le journal de l'ombre. Ce n'est pas un simple journal. C'est votre espace sacré où vous rencontrez enfin votre force exilée. Voici comment cela fonctionne. Prenez un carnet, de préférence physique pour impliquer le corps, et chaque jour, ou aussi souvent que vous le pouvez, consacrez 10 à 15 minutes au silence. Votre tâche est d'écouter. D'écouter les idées, les désirs, les impulsions et les pensées que votre critique intérieure, qui, comme nous le savons, parle avec la voix de vos juges fantômes, étiquette immédiatement comme stupide, impossible, égoïste, dangereuse ou honteuse. Et sans aucune censure, sans aucune évaluation, écrivez-les simplement. Je veux quitter mon travail stable et apprendre à fabriquer des meubles. Écrivez. Je veux dire non aux parents à qui j'ai toujours dit oui. Écrivez. Je veux déménager dans un autre pays où je ne connais personne. Écrivez. Je veux dépenser une somme d'argent déraisonnable pour quelque chose qui m'apportera de la joie et non de l'utilité. Écrivez. Et voici la règle la plus importante, qui rend cet exercice sûr et transformateur. Votre tâche, dans un premier temps, n'est pas d'agir sur ces impulsions, mais simplement de leur donner le droit d'exister, de les reconnaître, de les traiter comme des messagers importants des profondeurs de votre âme. Pourquoi ça marche? Chacune de ces pensées interdites est un léger grincement de votre ressort comprimé. C'est de l'énergie qui cherche une issue. Quand vous l'ignorez, elle se transforme en anxiété, en apathie ou en dépression. Mais quand vous la fixez sur le papier, vous accomplissez un acte alchimique. Vous transférez l'énergie du chaos inconscient du ressort comprimé au monde ordonné de la conscience. Vous commencez le processus de sa libération, contrôlée et sûre. Votre critique intérieure vous dira que ce sont les archives de vos bêtises et de vos désirs égoïstes. Mais vous saurez la vérité. Ce journal n'est pas l'archive de vos méfaits, mais le catalogue de vos forces cachées, pas une liste de péchés, mais une carte au trésor. C'est le premier pas pour vous retrouver tout entier.
Commencer à tenir ce journal de l'ombre est un acte de grand courage. Et le simple fait que vous ayez regardé cette vidéo jusqu'à ce point, que vous ayez traversé avec moi tous ces concepts complexes, parfois douloureux, signifie quelque chose de profond. Ce n'est pas un hasard, c'est un signe. Le signe que votre âme est prête pour ce travail. Elle est fatiguée de la prison étroite des vieilles croyances et aspire à la liberté et à l'intégrité. Et maintenant, je veux que vous repensiez à ce que vous avez peut-être considéré toute votre vie comme votre principale faiblesse. Votre sensibilité particulière à leurs paroles, à leur incrédulité. Cette douleur, cette réaction aiguë et perçante n'est pas un signe de votre fragilité ou de votre imperfection. Au contraire, c'est la preuve directe et irréfutable de l'immense énergie intérieure qui est enfermée en vous et qui se bat pour être libre. Comprenez bien, un récipient vide ne résonne pas. Seule une corde puissante et bien tendue répond au moindre contact. Votre douleur est la résonance de votre force. C'est la friction entre leur vision du monde restrictive et l'infinité de votre potentiel. S'il n'y avait pas ce potentiel, vous seriez indifférent. Vous auriez simplement accepté. Mais vous n'avez pas accepté. Votre âme a protesté, et cette douleur est sa voix. Alors écoutez-moi maintenant. De tout votre cœur, vous n'êtes pas brisé. Vous n'avez jamais été brisé. Vous êtes un système puissant qu'on a essayé de faire fonctionner à moitié de sa capacité. Vous êtes un aigle qu'on a assidûment appris à marcher comme une poule. Et vous n'êtes pas dans une impasse. Vous êtes au seuil de votre plus grande percée. Votre blessure n'est pas le signe de votre déficience. C'est le signe de votre destinée. La vie et l'âme infligent les blessures les plus profondes à ceux en qui elles voient le potentiel de devenir les plus grands guérisseurs, les plus grands créateurs, les plus grands leaders, en commençant par se guérir et se créer eux-mêmes. Votre sensibilité est votre future empathie. Votre ambition réprimée est votre future force pour changer le monde. Votre douleur est le carburant comprimé pour votre future lumière. Vous avez été choisi pour ce chemin difficile, non pas parce que vous êtes faible, mais précisément parce que vous avez assez de force pour le parcourir. Et votre véritable voyage vers cette force ne fait que commencer. Et nous voici à la fin de notre voyage commun. Cette heure est passée vite, et nous avons parcouru un long et profond chemin, de la douleur aiguë de la reconnaissance jusqu'au seuil même de la libération. Et si je voulais que vous n'emportiez avec vous de tout ce qui a été dit qu'une seule vérité principale gravée dans le granit de votre nouvelle perception de vous-même, elle sonnerait ainsi. Nous avons commencé avec les mots blessants. Tu n'y arriveras pas. Nous pensions que c'était une sentence, rendue par le tribunal suprême de notre destin. Mais aujourd'hui, après avoir traversé toutes les couches de l'analyse, nous avons découvert que ce n'était jamais une prédiction de votre échec. C'était une description extrêmement précise, bien que totalement inconsciente. La description de cette partie précise de vous qui possède la force du plus grand triomphe. Cette partie qui vibrait à une fréquence si haute et si inconnue pour eux que leur système de perception ne pouvait la reconnaître autrement que comme un danger, une menace ou une bêtise. Cette partie puissante et exilée, c'est votre ombre. Et voici la deuxième vérité que nous avons acquise aujourd'hui. Votre ombre n'est pas votre ennemi. Ce n'est pas une tumeur maligne dans votre âme qu'il faut enlever et oublier. C'est votre alliée la plus puissante, la plus fidèle, la plus authentique, qui attend votre attention et votre reconnaissance depuis des décennies. C'est un géant endormi en vous, dont la force, une fois réveillée et intégrée, devient le carburant inépuisable de votre vie réelle, et non celle approuvée par quelqu'un d'autre. Et enfin, l'incrédulité elle-même. Cette douleur qui a été le point de départ de notre chemin. La troisième vérité est la suivante. L'incrédulité de vos parents n'est pas une malédiction à lever. C'est une boussole sacrée. Un instrument infaillible, parfaitement calibré, que votre âme a utilisé pour vous indiquer encore et encore, année après année, le seul endroit où votre véritable or est enterré. Voici donc la grande triade de la libération. Les mots « tu n'y arriveras pas » sont la description de votre force. L'ombre qu'ils désignent est votre principal allié. Et leur incrédulité, c'était la boussole qui y mène. Tout ce que vous pensiez être un poison est en fait l'antidote. Tout ce que vous pensiez être votre prison est en fait le plan d'évasion. Cette vérité n'est pas juste une belle idée, c'est une graine. Et si vous commencez à l'arroser avec la pratique, avec le dialogue intérieur dont nous avons parlé,
Voici le paysage qui peut grandir dans votre âme. Projetons-nous. Imaginez votre vie dans un an. Pas dans 10 ans, mais juste dans un an de travail conscient avec cette connaissance. Vous vous réveillez le matin, et votre première pensée n'est pas ce que les autres penseront, mais ce que vous allez créer aujourd'hui. Vous n'attendez plus l'approbation pour faire le pas suivant. Vous ne cherchez pas la permission dans leurs yeux, car vous avez trouvé la source de la permission à l'intérieur de vous. Vous entendez leurs vieux doutes habituels, mais ils vous parviennent comme un écho lointain et faiblissant du passé, et non comme une sentence assourdissante dans le présent. Vous êtes occupé par cette chose précise, ce qu'ils appelaient autrefois une bêtise ou une perte de temps. Et vous ne ressentez pas la peur de leur jugement, mais l'excitation calme et confiante de l'explorateur qui a enfin posé le pied sur sa terre. Vous sentez comment ce même ressort comprimé, qui a pesé sur vous de l'intérieur pendant des années, causant douleur et apathie, travaille maintenant doucement et puissamment pour vous. Il remplit chacune de vos journées, non pas d'anxiété, mais d'une énergie concentrée et d'un sens profond et inébranlable. Et un jour, vous vous surprendrez à penser que leurs voix dans votre tête se sont tues, non pas parce que vous les avez combattues, mais parce que votre propre voix, la voix de votre âme, a enfin commencé à résonner beaucoup plus fort. Ce n'est pas une fantaisie, ce n'est pas de la magie. C'est le résultat logique, presque physique, du chemin que vous osez emprunter aujourd'hui. C'est le fruit de votre courage d'être vous-même. Ce chemin demande du courage. Et avant de nous séparer, je veux vous remercier sincèrement. Merci pour votre confiance. Merci d'avoir consacré cette heure non pas au monde extérieur, mais à votre monde intérieur. Merci pour votre courage de regarder dans les recoins de l'âme que la plupart des gens fuient toute leur vie. Sachez-le, s'il vous plaît. Votre travail, votre alchimie intérieure, n'est pas un cadeau seulement pour vous. Chaque âme qui guérit sa division intérieure et ose révéler au monde sa lumière authentique devient une permission silencieuse pour des centaines d'autres. Votre courage est une vague invisible qui se propage dans le monde, le rendant un peu plus honnête, plus vivant et plus significatif. Le monde attend désespérément non pas vos compromis, mais votre lumière. Merci d'avoir décidé de l'allumer. Et souvenez-vous, vous n'êtes plus seul dans cette quête. En parcourant ce chemin jusqu'au bout, vous avez cessé d'être un simple spectateur. Vous êtes devenu partie d'une communauté invisible, mais puissante. La communauté des chercheurs. La communauté de ceux qui choisissent non pas la route battue de la sécurité, mais le sentier épineux de leur destinée. Bienvenue. Ce voyage est arrivé à son terme, mais le chemin lui-même ne fait que commencer. Si cette heure a été précieuse pour vous, si vous avez ressenti un écho et êtes prêt à poursuivre cette exploration profonde de votre âme, alors je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Faites-le non pas simplement pour ne pas manquer la prochaine vidéo, mais comme un acte d'intention, comme une déclaration à vous-même que vous choisissez le chemin de la profondeur et non de la superficialité. Notre chaîne n'est pas juste un ensemble de vidéos, c'est un espace que nous créons ensemble, un sanctuaire pour ceux qui cherchent des réponses authentiques aux questions les plus importantes de la vie. Si cette connaissance vous a touché, aimez cette vidéo. Dans le monde numérique, c'est plus qu'une simple approbation. C'est un signal. C'est comme allumer une bougie dans l'obscurité. Votre j'aime aidera les algorithmes à montrer cette lumière à ceux qui errent encore dans le labyrinthe des doutes, qui en ce moment même sont assis en silence et entendent dans leur tête le retentissant « Tu n'y arriveras pas ». Votre simple clic peut être pour quelqu'un le début du même chemin que vous avez parcouru aujourd'hui. Merci d'avoir été là. Et souvenez-vous, les grandes histoires ne commenceront pas avec l'approbation de tous, mais avec le murmure silencieux, presque inaudible de l'âme qui dit « Je peux le faire », même quand le monde entier crie le contraire.